Aujourd'hui, on va voir l'impact des changements de micro sur une basse. C'est parti! Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André, on est ici dans mon studio et on va voir aujourd'hui un truc un tout petit peu particulier, un peu différent de notre habitude. On va voir l'impact que le changement de micro ont sur un instrument électromagnétique comme une basse électrique que j'ai ici devant moi. Il s'agit d'une petite Dingwall 5 cordes, une NG2. C'est une marque canadienne qui fait super basse spécialisée dans le fan fret. Donc vous voyez, c'est des frets un tout petit peu funky, dans ce qu'on appelle le multiscale. Donc on a une longueur de corde différente par corde. Et comme je prépare l'enregistrement de nouvel album de mon groupe Omnerod, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien trouver un son un tout petit peu différent à cette basse. C'est un super instrument, mais non, j'étais pas vraiment satisfait du son. Je le trouvais un peu trop neutre, un peu trop lisse, pas vraiment méga intéressant. Donc, j'ai été acheter des nouveaux micros de chez Dingwall. Ici, nous avons, pour ceux que ça intéresse, nous avons des FD3N, donc la série de micros qui est dans cette guitare de basse. C'est une guitare signature Nolly Get Good de chez Periphery, un bend métal avec un son très moderne. Justement, ces micros-là fonctionnent bien pour lui. Pour moi, ça manquait quand même un peu de growl, un peu de vintage, un peu d'imprécision, disons. On jouait quelque chose d'un peu plus vintage et j'ai commandé de nouveaux micros, des FD-V. Donc des micros beaucoup plus vintage. Je sais pas du tout comment ils sonnent. On n'a pas énormément de choix pour cette basse, donc on va voir ça ensemble. Comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer 3 exemples enregistrés avec la basse dans l'état actuel. Un petit exemple rock, exemple hip-hop et un exemple metal. On va voir un peu cette basse à l'état actuel dans différentes situations, avec différents réglages, etc. Et ensuite, la même chose, mais avec les nouveaux pick-up. Avant de rentrer dans les vifs du sujet, prenez 3 secondes pour vous abonner ici sur YouTube, subscribe, clic. Si vous avez 3 secondes en plus, puisque vous êtes là, allez sur academiedugrosson.com/bonus, ça s'affiche ici, évidemment aussi dans la description, pour trouver plein de chouettes petits bonus, des trucs un peu gratos, des plugins, des trucs, voilà. Vous regardez là-bas, vous allez recevoir un petit mail de bienvenue avec ces petits cadeaux qu'on vous fait. Donc, sans plus attendre, on attaque notre vidéo. Petite intro vite fait ou concept. Alors, pour ceux qui ne savent pas, dans un instrument électro-acoustique comme une basse électrique, la partie la plus importante, en tout cas de mon expérience, c'est la construction, la façon dont cette basse reproduit les sons, et de 2, les micros et leur hauteur, leur placement. Ça, c'est vraiment le plus important. Tout le reste, les bois, les mécaniques, blablabla, tout ça, c'est plus, en tout cas à mon avis, c'est plus une question d'esthétique, des facilités de jeu, ce qui a vraiment un grand impact sur le son. Donc on est ici en studio, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le son est le plus impacté par la construction et donc les pick-up. Comme je vous disais, la construction, c'est une multiscale en fan fret. Donc on a quelque chose de vraiment très contrôlé avec une belle base pour chaque note. Je vais vite faire un petit exemple ici. Je suis accordé en plus super bas. Donc l'accordage pour aujourd'hui, c'est du sol dièse, ré dièse, sol, do et fa. Donc on est vachement bas. J'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de précision ici dans la 5e corde. Et cet instrument, grâce à son multiscale, le permet. Ok, donc sans plus attendre, attaquons tout de suite le premier exemple, une basse rock. Je vous dis tout de suite qu'est-ce que j'utilise. J'ai 3 pédales. J'ai une petite préamp de chez Taurus, donc avec un tout petit peu de drive, une noise gate de chez ISP et un autre préamp de chez Darkglass avec une simulation de câbles. Donc on est comme si j'étais sur un rig rock via ampli, en fait, avec un micro devant, c'est un peu l'idée. Je vais vous montrer quelque chose en situation. Et on va faire ça aussi avec une loupe de batterie, comme ça on est vraiment en contexte. Et voilà, donc ça c'est notre petit lick rock. Et voici vite fait, plus pour comparaison, le son aussi en solo. Donc là c'est la DI pure, sans rien dessus.
Voilà, et en solo toujours notre rig donc avec les préamplis. Et maintenant, il est temps de groover un peu, faisons un peu d'hip-hop. Même config que tout à l'heure, on est en mode passif sur la basse, donc pas d'EQ, on est sur le micro manche. Et au niveau du pedalboard, j'ai deux choses qui tournent. Une pédale de compression à l'entrée et mon petit préamp Darkglass. Donc avec une compression multiband aussi, un tout petit peu d'EQ, etc. Mais pas de drive, rien de tout ça, mais avec une simulation de cab comme avant. Et maintenant, écoutons vite fait, donc c'est deux petites prises en solo. Donc d'abord, la DI pure. Voilà, et le son à l'ampli. Et voilà. Et maintenant pour le dernier exemple, l'exemple métal. Donc là, il s'agit d'un petit riff du morceau You Make Me Feel de mon groupe Omner. Donc c'est une cover d'un super morceau de Archive. Si vous ne connaissez pas, allez écouter. You Make Me Feel. Ici, pour le son, on va faire un truc un tout petit peu différent. Je vais utiliser les deux micros en actif. Donc on a une petite EQ. J'ai un peu scoopé les mids, j'ai un peu boosté les basses et les aigus. On utilise donc les deux micros ensemble en série. Un gros son bien méchant. Un truc comme ça. Et sur mon pedalboard, j'utilise un peu de tout. Donc, j'ai un compresseur, j'ai deux petites drives, donc la Taurus et la Darkglass B7K qui vont en série. Tout ça passe par une EQ graphique où je coupe un tout petit peu de bas. Et tout ça rentre finalement dans la Darkglass en fin de chaîne, la X Ultra avec de nouveau un peu d'EQ et un peu de compression. Voilà, ça c'est pour la chaîne du son. On va évidemment tout à l'heure aussi écouter les prises individuelles. Et maintenant, écoutons ça en solo. Donc, d'abord, la DI pure, comme tout à l'heure. C'est parti. Et l'ampli. Voilà tout pour les exemples avec ce micro-là. Voici un petit montage de 15 secondes de comment est-ce qu'on change les micros. ¿Qué tú? Alors ça, c'est méga cool. Les Dingwall ont un système où tu visses directement le câble dans le switch. Il faut rien souder, c'est parfait. Et nous revoilà maintenant avec cette beauté dont les micros ont été changés. Donc, pour rappel, je suis passé d'un modèle très moderne, des FD3N, qui sont par défaut dans les modèles NG de Dingwall. C'est des micros à néodymium. Donc, l'aimant est fait en néodymium. Ici, il s'agit des micros dont les aimants sont faits en alnico.
donc beaucoup plus classique. Neodymium, c'est un peu la dernière technologie en date en termes de micros. On a des Alnico et on a des micros céramiques aussi. Donc, c'est un peu les 3 grosses familles. Les Alnico, c'est les plus vintage, les plus anciens. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire exactement vintage. Je pense que le plus important, c'est entendre la différence. Et puis après, on va un peu écouter. Je vais vous parler de toutes ces petites différences, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que surtout ça veut dire pour vous dans votre home studio et avec vos instruments. Pourquoi est-ce que tout ça est important? Donc, allons-y tout de suite pour notre exemple rock. Donc, pour rappel, je suis en micro neck, micro manche. Donc, le micro ici, un peu plus près. Je suis en passif. Pas d'IQ sur la basse. Sur mon pedalboard, comme vous voyez ici, j'ai un petit drive du préamp Taurus, un peu d'IQ, un peu de compression du drive Darkglass X Ultra. C'est parti! Alright, cool. Écoutons tout de suite ça en solo. Donc ici, nous avons la DI pure. Et le son de l'ampli. Et c'est parti pour l'exemple hip-hop. On y va. Voici la DI clean de notre FDV. Et voici le son de l'ampli. Et c'est parti pour l'exemple métal. Petit rappel, je suis en 2 micros en série, actif, avec un tout petit peu de EQ à la base, donc un peu moins de mid, un peu plus d'aigu, un peu plus de basse. Sur le pedalboard, j'ai une pédale en plus, donc une drive de chez Darkglass aussi, une B7K. Et voilà, on y va tout de suite, hein. C'est parti. Et écoutons ça tout de suite en solo. Donc voici la DI clean. Et le son de l'ampli. Voilà, maintenant on a tous nos petits exemples. On va écouter ça tout de suite en comparaison directe. Je vais vous parler de plusieurs petites choses. Donc déjà, l'importance des micros dans un instrument électroacoustique comme une basse, l'importance de ces micros dans le contexte pour un boulot bien précis à faire. Donc, je veux vraiment vous parler aussi de comment est-ce qu'une basse fonctionne dans son contexte, à quoi faire attention. Et puis finalement aussi, c'est juste une sorte de petit blog pour noter dans l'histoire cette recherche de son que je fais tous les jours. Et je continue toujours à essayer d'autres choses, d'autres pédales, d'autres basse, mais non, nouveau micro sur une basse que j'aimais beaucoup. Et voilà, je suis curieux de voir ce que vous en pensez également. Et surtout, c'est quoi les différences qu'on peut entendre. Donc, écoutons tout ça et je vous fais un peu le tour de ce que moi, j'en pense. Donc, commençons par le rock. D'abord, dans le contexte, on va écouter d'anciens micros à néodymium, des micros très modernes, très neutres, un peu compressés déjà à la base. D'ailleurs, ça se voit même à la forme d'onde, joué de manière fort similaire. Et vous voyez même rien que visuellement ici, on a beaucoup plus d'attaque sur cette DI vintage que sur cette DI néodymium. Donc, écoutons, c'est le plus important. Donc d'abord, le son de l'ampli.
Ok, bien rempli, bien précis, vraiment cool. Ça marche pas mal du tout. Il y en a un gros bas bien défini. Mais il y a un petit côté que moi personnellement j'aime moins sur ces micros-là. Écoutons la nouvelle version. Alors ouais, un peu plus creusé, une basse un peu plus dynamique, je trouve. C'est moins rempli tout le temps. Ça bouge un tout petit peu plus en fonction de la note et en fonction du jeu. Donc un tout petit peu scoopé dans les mids avec un E-mid un peu plus mis en avant. Typique un peu d'un son qu'on aimerait qualifier de peut-être un peu plus vintage. Donc cette comme ça bite un peu intéressante. Pour moi, à mes oreilles qui ont déjà entendu pas mal de micros Alnico, c'est aussi le son un peu typique des micros Alnico single coil. Donc c'est au médium un peu plus présent, peut-être un peu moins de densité dans le son, et un bas un peu plus plus dynamique qui bouge un peu plus, mais qui en soi, attends, je vous fais réécouter. Il n'est pas moins présent, il bouge un peu différemment de ses néodymium, mais toujours, je pense qu'il y a même plus de sub que sur les néodymium. On va écouter la DI cette fois-ci. On a une réponse sur ces micros plus vintage, les FDV, donc les nouveaux micros dans la basse, plus classique sur le son de basse. Enfin, moi, personnellement, je préfère largement parce que je trouve qu'il y a un caractère en plus, je trouve qu'il y a une vie en plus, là où sur les anciens, c'est bien, mais c'est un peu toujours droit, c'est un peu toujours la même chose. Et s'il y a un mojo, une vibe en plus, heureusement, vous allez me dire, heureusement que j'ai fait ce choix-là, parce que c'est ça que je cherchais. Mais donc, en fonction de ce que vous voulez obtenir, si vous avez une Dingwall ou une autre basse, si vous voyez que les micros sont en néodymium, il y a des fortes chances que ça se rapproche un peu plus du son de ces FD3N, donc plus contrôlé, entre guillemets, mais aussi avec moins de caractère. Voilà, ça c'est au niveau du son un peu rock. Passons tout de suite au son plus hip-hop, on en parle aussi. Hop. C'est un peu plus intéressant comme comparaison parce que je trouve que ça néodymium dans un style plus hip-hop, plus moderne, peut-être. Bon, ici j'ai fait un truc assez old school, mais dans un contexte hip-hop ça marcherait pas trop mal parce que justement il y a ce côté très neutre et du coup on laisse de la place à la voix. Et comme dans les beats hip-hop, on a souvent beaucoup plus d'espace dans les mids. Il y a pas de grosse guitare, il n'y a pas de gros clavier souvent. Bon, on a de la place pour la basse, donc ça peut marcher pas mal. Perso, j'aime quand même mieux, écoutons ça en solo, j'aime quand même mieux les nouveaux parce que je trouve de nouveau un peu plus de caractère, un peu plus de vie dedans. On va réécouter les anciens et puis je change sur la deuxième boucle du riff. Voilà, on entendait, il y a un tout petit peu plus de détails, comme pareil qu'avant, ici. Je trouve que dans ce contexte, ça marche bien aussi, j'imagine bien ce son-là dans des groupes peut-être un peu plus classiques, chansons françaises, etc. Ça marcherait très très bien aussi. Écoutons la DI pure. Alors là, on n'est pas sur un autre instrument, clairement pas.
surtout ici au doigt, ça répond quand même de manière fort similaire au niveau de la précision de la note, au niveau de tout ça. Donc ça, c'est cool. On a gardé la façon dont cet instrument crée ses notes, la façon dont il vibre, etc. est la même. Et comme je vais essayer de matcher un maximum la position des micros, on a quelque chose de fort similaire à ce niveau-là aussi. Les deux étaient vraiment intéressants. Moi, personnellement, je préfère encore les vintage, mais c'est pas, voilà, c'est pour ce côté un peu plus caractériel que je pense dans un mix lui permettrait de juste attirer l'oreille un tout petit peu plus. Donc en fonction de qu'est-ce qu'on veut que cette basse fasse dans le contexte, est-ce qu'on veut la mettre un peu devant ou est-ce qu'on préfère la garder plus en support à la voix. Peut-être le choix peut se faire ici. Donc ça, pour vous à la maison, qu'est-ce que ça vous donne comme information? Choisissez bien votre basse par rapport au rôle qu'elle va jouer dans le morceau, pas juste comment elle se joue et ce son est cool, parce que quelque part en solo on s'en fout complètement, c'est vraiment dans le contexte que c'est important. Alors écoutons tout de suite le dernier exemple, l'exemple métal. Ok, cool. Bah ici, comme il se passe beaucoup plus de choses, la différence est moindre. Moi, j'entends quand même... Donc, les deux fonctionneraient très bien dans un mix dense. Ici, il n'y a pas de souci. Je pense que ça marcherait très bien. De toute façon, c'est ce genre de contexte pour lequel cette basse, à la base, est faite. Donc, c'est une signature de Nolly de Périphérie. Si vous ne connaissez pas, je vous ai mis aussi un petit lien dans la description d'un morceau que j'aime bien. C'est un son de basse. Quelque part, c'est une très, très grosse guitare. Ce n'est pas une basse. Donc, voilà, pour ce genre de trucs, ça marche, les deux fonctionnent. Je suis très content parce que j'avais un tout petit peu peur que ces micros plus vintage perdent de la puissance, perdent un peu de la hargne. En fait, quelque part tout le contraire, je pense. On a peut-être perdu un tout petit peu en grosseur dans le bas constante, mais par contre, j'ai gagné en caractère de nouveau. Donc c'est très très cool. Une chose qui est importante à dire ici, sur les autres, c'était un peu moins grave. Ici, par exemple, je ne ferai pas les mêmes réglages sur mon pedalboard. Pour ces micros-là, qu'est-ce que j'ai fait pour les anciens micros? Ici, je ne les ai pas changés pour que la comparaison puisse se faire correctement, mais j'aurais certainement réajusté un tout petit peu les EQ, etc. Et probablement redonner un peu de gain parce que c'est un micro qui est un peu moins dense, qui est un peu moins compressé. Donc naturellement, il y a un peu moins de gain, un peu moins de distorsion qui se met dessus. De plus, un son est dense à la base. De plus, en passant par une disto, on aura de distorsion. Donc, c'est aussi la différence un peu entre les humbuckers et les single coils sur une guitare électrique. Des single coils on doit pousser beaucoup plus sur le gain pour avoir le même rendu grosseur que sur des humbuckers. Bah, c'est un peu à cause de ça. Donc cool. Écoutons ça un peu en solo, voir qu'est-ce qui se passe sur des petits détails. Donc écoutons peut-être d'abord la DI. Un mot cool, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails, de nouveau, un peu de ces caractères, ce haut médium dans les FDV, dans le nouveau micro. Moi, je préfère de loin. On n'a pas seulement un changement de EQ, on a aussi un changement, donc, comme je disais tout à l'heure, aussi de mouvement. Et je trouve que ces Alnico sont plus, pour moi en tout cas, plus musicaux, plus expressifs. Pour moi, c'est vraiment cool parce que j'aime bien jouer avec ces petits détails de son, d'interprétation. Les micronodes, même comme ils sont peut-être un tout petit peu plus compressés, ils permettent de peut-être moins faire gaffe à sa dynamique, là où les Alnico sont plus sensibles, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, c'est plus ou moins quelque chose comme ça. Voilà pour le tour de mon changement de pick-up sur ma Dingwall NG2. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des projets, vous, de changement de pick-up, de changement de hardware sur des guitares, basses, etc., ou d'autres instruments. Qu'est-ce que vous avez comme instrument que vous avez customisé? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer donc, sur des instruments comme cette Dingwall Fanfret en multiscale? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parlons des instruments. Pour une fois, c'est peut-être une vidéo un peu moins tuto et plus discussion, plus présentation. Je voulais partager avec vous
mon chemin et mon voyage de son. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de se quitter et se retrouver la semaine prochaine avec moi et Gérald pour une vidéo duo de nouveau dont le sujet, je ne sais pas du tout, on verra. On va voir ce que c'est. Avant tout ça, je vous souhaite une super semaine et surtout, évidemment, faites de la musique.